Le pistolero ne raconta pas tout cela au garçon, mais peut-être laissa-t-il filtrer l'essentiel. Il avait déjà remarqué à quel point ce garçon était perceptif, pas si différent d'Alain, qui avait une force faite d'empathie et de télépathie mêlée, et qu'on appelait le don de Shining. « Tu dors ?» demanda le pistolero. « Non. »« Tu as compris ce que je t'ai raconté ?» ?»« Compris ?» répéta le garçon avec un dédain surprenant. « Compris ? Vous voulez rire ?»« Non. » Mais le pistolero se sentait sur la défensive. Jamais auparavant il n'avait fait le récit de son rite de passage, car il se sentait pris dans une certaine ambivalence. Bien sûr, le faucon avait fait une arme parfaitement acceptable. Pourtant, il avait fallu un tour aussi. Et une trahison. La première d'une longue liste. Et dis-moi, suis-je vraiment sur le point de jeter ce garçon en pâture à l'homme en noir ? J'ai compris, ça c'est sûr. » fit le garçon. « C'était un jeu, n'est-ce pas ? Est-ce qu'une fois adultes, les hommes doivent toujours jouer ? Est-ce que tout doit leur servir de prétexte pour un autre genre de jeu ? Est-ce qu'il existe des hommes qui deviennent vraiment adultes ? Ou bien est-ce qu'ils se contentent de devenir majeurs ? » ?»« Tu ne sais pas tout, répliqua le pistolero, tentant de réprimer une colère sourde. Tu n'es qu'un garçon. C'est sûr, mais je sais ce que je suis pour vous. »« Ah oui ? Et qu'es-tu ? demanda le pistolero d'un ton tendu. Un jeton de poker. » Le pistolero sentit monter la pulsion d'attraper un caillou et de fracasser le crâne du garçon. Au lieu de quoi, il s'adressa à lui calmement. « Va dormir. Les garçons ont besoin de sommeil. » Et dans son esprit résonna la voix de Martine en écho. « Va retrouver ta main. » Il s'assit dans le noir, le dos raide, terrifié et anesthésié par l'horreur, pour la première fois de son existence. L'horreur de cette haine de soi qui surgirait peut-être après. Durant la période de veille qui suivit, la voie ferrée se rapprocha de la rivière souterraine, et ils tombèrent sur l'élan mutant. Ce fut Jake qui aperçut le premier, et il poussa un cri. Le pistolero, qui regardait droit devant lui, en actionnant la draisine, tourna brusquement la tête vers la droite. Dessous eux montait une lueur verdâtre, digne de Halloween, qui battait faiblement. Ils prirent pour la première fois conscience de l'odeur, légère, humide, nauséabonde. La lueur verdâtre était un visage, ou ce qu'une âme charitable aurait appelé un visage. Au-dessus du nez aplati saillait une paire d'yeux d'insectes, qui les fixaient d'un air impavide. Le pistolero sentit dans son intestin, et dans ses parties, une contraction atavique. Il accéléra légèrement le rythme des va-et-vient de ses bras. Le visage lumineux s'éteignit. « Pour l'amour du ciel, c'était quoi ça ?» demanda le garçon en rampant jusqu'à lui. « Qu'est-ce que... » La phrase mourut dans sa gorge, lorsqu'ils passèrent à côté d'un groupe de 3 formes qui scintillaient faiblement, debout entre les rails et la rivière invisible, à les regarder sans bouger. « Ce sont des lents mutants, » répondit le pistolero. « Je ne pense pas qu'ils nous feront des ennuis. Ils ont sans doute plus peur de nous que nous de... » L'une des formes se détacha du groupe et se traîna dans leur direction. Le visage rappelait celui d'un débile affamé. Le corps nu, opalescent, s'était transformé en un entremêlement hideux de membres et de ventouses tentaculaires. Le garçon hurla à nouveau et s'agglutina contre le pistolero comme un chien affolé. L'un des tentacules qui tenait lieu de bras à la chose vint s'aplatir en travers de la plateforme de la draisine. Il suintait des relents d'humidité et d'obscurité. Le pistolero lâcha le manche et dégaina. Il logea une balle dans le front du débile affamé. Il bascula en arrière. Sa luminescence marécageuse s'effaça comme une lune sans éclipse. L'empreinte lumineuse du coup de feu
qui s'était imprimé sur leurs rétines obscurcies, ne se dissipa qu'à regret. L'odeur de la poudre répandue brûlait encore, chaude, sauvage et incongrue dans ce tombeau. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Aucun n'avançait ouvertement vers eux, mais tous se rapprochaient des rails, bandes silencieuses et immondes. « Il va peut-être falloir que tu pompes à ma place !» dit le pistolero. « Tu pourras ?»« Oui !»« Alors tiens-toi prêt !» Le garçon se tenait près de lui en position. Ses yeux ne percevaient l'élan mutant qu'au moment où il les dépassait, ne cherchant pas à percer l'obscurité, ni à voir plus que nécessaire. Le garçon ressentit une poussée de terreur médiumnique, comme si son moi intime avait littéralement jailli par ses pores pour former un bouclier. S'il avait le don de Shining, pensa le pistolero, cela n'était pas impossible. Le pistolero continua à pomper régulièrement, sans accélérer le mouvement de ses bras. L'élan mutant sentait leur terreur, il le savait, mais il se demandait si la terreur suffirait à les mettre en branle. Lui et le garçon, après tout, étaient des créatures de la lumière, des créatures intactes. Comme ils doivent nous haïr, se dit-il, et il se demanda s'ils avaient haï d'eux-mêmes l'homme en noir. Il pensait que non. Ou peut-être était-il passé parmi eux, telle l'ombre d'une aile noire dans cette noirceur plus profonde encore. Et le pistolero tourna la tête de façon presque désinvolte. 4 d'entre eux prenaient d'assaut la draisine en trébuchant. L'un d'eux, notamment, cherchait une prise. Le pistolero lâcha la poignée et dégaina de nouveau de ce même mouvement souple et endormi. Il abattit le meneur d'une balle dans la tête. Le mutant poussa un soupir proche du sanglot, et un rictus se dessina sur son visage. Ses mains devinrent molles et visqueuses comme du poisson, mortes. Les doigts formaient comme des gousses qui auraient baigné dans la boue humide. L'une de ses mains cadavériques attrapa le pied du garçon et se mit à tirer. Le garçon poussa un hurlement dans la matrice de granit. Le pistolero tira dans la poitrine du mutant. Il se mit à baver à travers son sourire. Jake basculait sur le côté. Le pistolero le saisit par le bras et fut presque déséquilibré lui-même. La chose était d'une force à peine croyable. Le pistolero lui mit une balle dans la tête. Un œil s'éteignit comme une bougie soufflée. Pourtant la créature tirait toujours. Ils s'engagèrent dans une lutte acharnée pour le corps de Jake, qui tressautait et se tortillait. L'élan mutant tirait sur ses jambes par saccades, comme sur un bréchet. Leur vœu serait indéniablement de faire ripaille. La draisine perdait de la vitesse. Les autres commencèrent à les encercler, les boiteux, les estropiés, les aveugles. Peut-être ne cherchaient-ils qu'un Jésus qui pourrait les soigner, les sortir des ténèbres, comme Lazare. C'est la fin pour le garçon, pensa le pistolero avec une froideur parfaite. C'est la fin qu'il a programmée. Laisser faire et pomper, ou bien tenir bon et se faire enterrer. La fin pour le garçon. Il tira de toutes ses forces sur le bras de Jake et tua le mutant d'une balle dans le ventre. Pendant une seconde suspendue, son emprise se resserra encore et Jake se remit à glisser du bord. Puis les paluches boueuses et mortes lâchèrent prise et le lent mutant tomba, le visage à terre, souriant toujours, derrière la draisine qui ralentissait. « J'ai cru que vous alliez me laisser !» sanglotait le garçon. « J'ai cru !»« Accroche-toi, mon Saturon !» fit le pistolero. « Accroche-toi aussi fort que tu peux !» Les mains remontèrent jusqu'à son ceinturon et s'y arrimèrent. La respiration du garçon se faisait par grands halètements convulsifs et silencieux. Le pistolero se remit à jouer des bras à un rythme régulier, et la draisine reprit de la vitesse. Les lents mutants reculèrent et les regardèrent s'éloigner,
avec des visages à peine humains, ou d'une humanité pathétique. Des visages qui produisaient cette phosphorescence sourde, propre aux poissons étranges des profondeurs, qui vivent sous cette incroyable pression noire. Des visages qui ne trahissaient ni colère ni haine, seulement ce qui ressemblait à du regret, idiot et à peine conscient. Il se disperse, souligna le pistolero. Les muscles bloqués de son bas-ventre et de ses parties se relâchèrent un soupçon. L'élan mutant, avait placé des pierres sur les rails. La voie était bloquée. Il l'avait faite à la va-vite, et il ne faudrait sans doute pas plus d'une minute pour tout défaire, mais il n'en demeurait pas moins bloqué, et il faudrait que quelqu'un descende dégager le passage. Le garçon se mit à gémir et s'accrocha au pistolero en tremblant. Le pistolero lâcha le manche de la draisine, et cette dernière alla cogner sans bruit contre les rochers, où elle s'immobilisa dans une secousse. Les mutants commencèrent à se rapprocher, presque avec désinvolture, presque comme s'ils ne faisaient que passer par là, perdus dans un rêve de ténèbres, et qu'ils avaient trouvé quelqu'un à qui demander leur chemin. Une assemblée de damnés sous cette montagne ancestrale. « Ils vont nous avoir, hein ?» demanda le garçon d'un ton calme. « Jamais de la vie! Tais-toi une seconde !» Il jeta un œil en direction de la voie. Les mutants étaient faibles, et il allait de soi qu'ils n'avaient pas pu bouger eux-mêmes les rochers qui leur bloquaient le passage. Rien que des petites pierres, juste histoire de les retarder, d'obliger quelqu'un à... « Descends, dit le pistolero. Il va falloir que tu les déplaces. Je te couvre. Non, Chuchota le garçon. je vous en supplie. Je ne peux pas te confier une arme, et je ne peux pas déplacer les pierres et tirer à la fois. Il faut que tu descendes. Les yeux de Jake roulèrent d'une manière horrible. Pendant un instant, son corps trembla à l'unisson des pensées qui se tordaient dans son esprit. Puis il gagna le bord de la plateforme en se tortillant, descendit, et se mit à balancer les pierres à droite et à gauche, avec une rapidité maladive, sans lever la tête. Le pistolero dégaina, et attendit. Deux des créatures, titubant plus qu'elles ne marchaient, s'avancèrent vers le garçon, tendant leurs bras mous comme de la guimauve. Les pistolets remplirent leur tâche, zébrant l'obscurité de lances de lumière incandescentes qui enfonçaient dans la rétine du pistolero leurs aiguilles de douleur. Tout en hurlant, le garçon continuait à balancer les pierres de part et d'autre de la voie. La phosphorescence diabolique sautait et dansait. Plus difficile à percevoir désormais. Et c'était bien là le pire. Tout n'était plus qu'ombre et images rémanentes. L'une des créatures, qui ne brillait plus qu'à peine, se jeta soudain sur le garçon, avec des bras de croque-mitaine en caoutchouc. Elle roulait mollement des yeux humides qui lui mangeaient la moitié de la tête. Jake poussa un nouveau hurlement et se retourna pour l'affronter. Le pistolero tira sans réfléchir, avant que sa vision tachetée de pointes de lumière ne trahisse ses mains en un tremblement fatal. Quelques centimètres à peine séparaient les deux têtes. Ce fut le mutant qui tomba. Jake se remit à lancer les pierres avec des mouvements vifs. Les mutants fourmillaient juste au-delà de la limite du visible, se rapprochant petit à petit, dangereusement près. D'autres les avaient rejoints, augmentant les troupes. « Bien !» dit le pistolero. « Remonte, vite !» Dès que le garçon bougea, les mutants se jetèrent sur eux. Jake avait déjà sauté sur la plateforme et tenté de se remettre debout. Déjà, le pistolero avait repris les commandes et pompait à fond. Les deux pistolets avaient repris leur place. Il leur fallait fuir au plus vite, c'était leur seule chance. Des mains inconnues frappaient la plaque métallique de la plateforme. À présent, le garçon s'accrochait à deux mains au ceinturon du pistolero, et il avait enfoui le visage dans le bas de son dos. Un groupe de créatures se mit à courir sur la voie, leurs figures remplies de cette attente stupide et désinvolte.
Le pistolero était gonflé d'adrénaline. La drésine volait littéralement sur les rails, trouant l'obscurité. Ils percutèrent avec force les 4 ou 5 pitoyables mutants. Ils volèrent comme des bananes pourries. En avant, toujours plus avant, dans les ténèbres maléfiques, tournoyantes et silencieuses. Au bout d'un long moment, le garçon leva le visage contre le vent, mu par le besoin de savoir, malgré sa peur. Les fantômes lumineux des balles scintillaient toujours sur ses rétines. Il n'y avait rien d'autre à voir que l'obscurité, et rien d'autre à écouter que le roulement de la rivière. « Ils sont partis !» dit-il, craignant soudain que la voie ferrée ne s'interrompe dans le noir, et redoutant le fracas douloureux quand ils sauteraient par-dessus les rails pour plonger vers leur perte en tourbillonnant. Il était déjà monté dans des voitures. Une fois son père, cet être dénué d'humour, avait roulé à 130 sur l'autoroute du New Jersey. Il s'était fait arrêter par un flic qui avait ignoré le billet de vin qu'Elmer Chambers avait glissé dans son permis et qui lui avait mis une contredanse de toute façon. Mais il n'avait jamais fait de balade dans ce genre, à l'aveuglette, avec pour compagnons le vent et la terreur, devant comme derrière, avec le grondement de la rivière comme une voix qui gloussait. La voix de l'homme en noir. Les bras du pistolero étaient les pistons d'une usine humaine devenue folle. « Ils sont partis !» fit timidement le garçon, et le vent lui arrachait les mots sur les lèvres. « Vous pouvez ralentir maintenant, on les a semés. » Mais le pistolero n'entendait pas. Il carénait vers l'avant, dans l'étrange obscurité. Ils continuèrent ainsi pendant 3 jours sans incident. Au cours de la 4e période de veille, au milieu, aux 3/4, ils n'en savaient rien. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils n'étaient pas encore assez fatigués pour s'arrêter. Ils entendirent un grand bruit sourd derrière eux. La draisine vacilla, et leurs corps furent immédiatement projetés vers la droite, à l'encontre de la gravité, tandis que les rails dessinaient un tournant progressif à gauche. Il y avait de la lumière droit devant. Une lueur si faible et étrange qu'au début, elle leur parut un élément totalement inconnu. Ni terre, ni air, ni feu, ni eau. Elle n'avait pas de couleur distincte, et ils ne la discernaient que parce qu'ils avaient recouvré la vision de leurs mains et de leurs visages, et distinguaient au-delà de l'immédiate proximité. Leurs yeux étaient devenus si sensibles à la lumière qu'ils remarquèrent la lueur plus de 7 kilomètres avant d'en apercevoir la source. « La fin !» fit le garçon d'une voix tendue. « C'est la fin !» « Non, répondit le pistolero avec une étrange assurance. Non, ce n'est pas la fin. Et ça ne l'était pas. Ils atteignirent la lumière, mais pas celle du jour. À mesure qu'ils approchaient de l'origine de la lueur, ils virent pour la première fois que la paroi rocheuse à leur gauche s'était effondrée et que leur rail était rejoint par d'autres qui se croisaient en une toile d'araignée complexe. La lumière avait tissé un faisceau de lignes fuyantes polies. Sur une voie gisaient de sombres wagons couverts, sur une autre, des diligences de transport de passagers, une voiture qu'on avait adaptée au rail. Ces engins rendirent le pistolero nerveux, comme des galions fantômes emprisonnés dans des sargasses souterraines. La lumière se fit plus forte, leur brûlant un peu les yeux, mais augmentant à un rythme assez lent pour leur permettre d'adapter progressivement leur vision. Ils avançaient de l'ombre vers la lumière, comme des plongeurs remontant des abysses insondables, parlant paliers. Devant eux, s'approchant peu à peu, un immense hangar s'étendait dans l'obscurité. Dans son flanc, découpant des carrés de lumière jaune, s'ouvrait une série de 24 entrées, d'abord de la taille de fenêtres de maisons de poupées, puis, à mesure qu'ils approchaient, ils constatèrent qu'elles atteignaient une hauteur de plus de 6 mètres. Ils franchirent l'une de celles situées au milieu. Au-dessus,
s'étalaient des caractères, formant des messages dans des langues diverses, d'après ce que put voir le pistolero. Il fut abasourdi de constater qu'il déchiffrait le dernier. Il s'agissait d'une ancienne racine de haut-parler, et le message disait « Voie 10 vers la surface et vers l'ouest ». À l'intérieur, la lumière était plus vive. Les rails se croisaient et se mêlaient dans une série d'aiguillages. Ça et là, des feux de signalisation tricolore fonctionnaient encore, alternant inlassablement le rouge, le vert et l'orange. Ils roulèrent entre les quais de pierre noircis par le passage de milliers de véhicules, puis ils se retrouvèrent dans une sorte de terminal central. Le pistolero laissa la draisine s'arrêter doucement, et ils balayèrent les environs du regard. « On dirait le métro, » dit le garçon. « Le métro ?» Peu importe, vous ne sauriez pas de quoi je parle. Moi-même, je ne sais pas de quoi je parle. Ou plutôt, je ne sais plus. Le garçon sauta sur le ciment craquelé. Ils inspectèrent les échoppes désertées et silencieuses, où autrefois on vendait ou échangeait des journaux et des livres. Un chausseur, un armurier, le pistolero, rendu soudain fébrile par l'excitation, aperçut des revolvers et des carabines. Après un examen plus minutieux, il constata que les barillet avaient été obstrués au plomb. Il prit toutefois un arc, qu'il s'accrocha en travers du dos, ainsi qu'un carquois de flèches mal lesté et quasiment inutilisable. Un magasin de vêtements pour femmes. Quelque part, un convertisseur brassait l'air indéfiniment, depuis des millénaires, mais peut-être plus pour très longtemps. À un moment précis de son cycle, il émettait un grincement qui rappelait que le mouvement perpétuel, même sous des conditions de contrôle strict, n'était encore qu'une illusion. L'air avait un arrière-goût mécanisé. Les chaussures du garçon et les bottes du pistolero produisaient un écho plat. Le garçon se mit à crier. « Hé ! Hé !» Le pistolero se retourna et alla vers lui. Le garçon se tenait cloué sur place près du stand de livres. À l'intérieur, affalée dans le coin, se trouvait une momie. Elle portait un uniforme bleu à galons dorés, un uniforme de cheminot à première vue. Sur les genoux de la chose morte était plié un vieux journal dans un état de conservation parfait, qui tomba en poussière dès que le pistolero posa le doigt dessus. Le visage de la momie rappelait une vieille pomme ratatinée. Avec précaution, le pistolero toucha la joue. Une petite bouffée de poussière s'éleva. Quand elle se dissipa, ils purent voir à travers la chair, à l'intérieur de la bouche de la momie. Une dent en or étincelait au fond. « Du gaz », murmura le pistolero. Les anciens avaient conçu un gaz qui aurait pu faire ça. En tout cas, c'est ce que Vanet nous avait raconté. Celui qui enseignait tout par les livres ? Oui, lui-même. Je parie que ces anciens s'en sont servis pour faire la guerre, dit le garçon d'un air sombre. Qu'ils ont tué d'autres anciens avec ça. Je suis sûr que tu as raison. Il devait y avoir une douzaine d'autres momies. À part 2 ou 3, toutes portaient l'uniforme bleu et or. Le pistolero en déduisit que le gaz avait été diffusé quand les lieux étaient vides, en dehors des heures de grosse circulation. Peut-être que, très longtemps auparavant, cette gare avait été un objectif militaire pour une armée, et une cause disparue de longue date. Cette réflexion le déprima. « On ferait mieux d'avancer », dit-il en se dirigeant vers la voie 10 et la draisine. Mais le garçon ne bougea pas, faisant de la résistance. « J'y vais pas. » Surpris, le pistolero se retourna. Le visage du garçon se tordait en tremblant. « Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tant que je serai vivant. Alors je vais tenter ma chance tout seul. » Le pistolero acquiesça d'un air vague, se haïssant pour ce qu'il était sur le point de faire. « Ok, Jake, dit-il doucement, que tes journées soient longues et tes nuits plaisantes. » Il se retourna, marcha droit sur les pontons de pierre et sauta souplement sur la plateforme de la draisine. « Vous avez conclu un pacte avec quelqu'un !» lui cria le garçon. « Je le sais !» Sans répondre, le pistolero posa l'arc contre le manche en T, hors d'atteinte.
Le garçon serrait les poings. L'angoisse lui tordait atrocement les traits. « Vois avec quelle facilité tu leurres ce jeune garçon !» se dit le pistolero à lui-même. Encore et toujours, sa merveilleuse intuition, son shining, l'a conduit jusqu'ici. Et comme toujours, tu lui fais passer l'obstacle. Et comment cela pourrait-il poser la moindre difficulté? Après tout, il n'a pas d'autre ami que toi. Une pensée soudaine et fulgurante lui vint, presque une vision. L'idée que tout ce qu'il avait à faire, c'était tout arrêter, faire demi-tour, prendre le garçon avec lui et en faire le centre d'une nouvelle force. La tour ne devait pas nécessairement se gagner de cette manière humiliante et dégradante, si? Il n'avait qu'à reprendre sa quête quand le garçon aurait pris de l'âge. Quant à eux deux, ils seraient capables de balayer l'homme en noir de leur route comme un vulgaire jouet en plastique qu'on remonte. « Ben voyons, » se dit-il avec cynisme, « ben voyons. » Il sut avec une froideur soudaine que faire machine arrière signifierait la mort pour eux deux. La mort, ou pire, finir enseveli avec l'élan mutant aux trousses. Toutes les facultés qui se dégradent, avec, peut-être, les armes de son père, qui leur survivraient longtemps à tous deux, conservaient dans leur splendeur de la pourriture, comme des totems, pas si différents de la vieille pompe à essence oubliée. « Allez, un peu de cran !» s'exhorta-t-il avec hypocrisie. Il tendit la main vers la poignée et se mit à pomper. La draisine s'éloigna doucement du ponton de pierre. « Attendez !» se mit à hurler le garçon, et il se mit à courir en diagonale en direction du point où la draisine émergeait, aux limites de l'obscurité environnante. Le pistolero eut l'impulsion d'accélérer, de laisser le garçon seul, avec au moins une incertitude. Au lieu de quoi il l'attrapa au vol. Sous la fine chemise, tandis que Jake s'accrochait à lui, le cœur papillonnait et battait à tout rompre. La fin était à présent toute proche. Le bruit de la rivière était devenu très puissant, remplissant de son tonnerre jusqu'à leurs rêves. Le pistolero, plus par caprice qu'autre chose, laissa le garçon manœuvrer la draisine, pendant qu'il tirait une partie de ses mauvaises flèches qui traînaient derrière elle de fins rubans de fil blanc dans l'obscurité. L'arc était très mauvais lui aussi, dans un état de conservation à peine croyable, mais il se bandait et visait horriblement. Et le pistolero savait que rien ne pourrait améliorer ça. Même en le recordant, il ne pourrait rien pour le bois fatigué. Les flèches ne portaient pas loin dans le noir, mais la dernière qu'il tira revint humide et glissante. Le pistolero se contenta de hausser les épaules lorsque le garçon lui demanda à quelle distance il se trouvait de l'eau. Mais il se dit intérieurement que la flèche n'avait pas pu aller au-delà des 100 mètres, et encore, dans le meilleur des cas. Et la rivière qui tonnait de plus en plus fort, de plus en plus près. Pendant la 3e période de veille, après qu'ils eurent quitté la gare, une lueur spectrale se mit de nouveau à rayonner. Ils avaient pénétré dans un long tunnel, creusé dans une étrange roche phosphorescente, et les murs humides scintillaient et étincelaient de milliers d'étoiles miniatures. Le garçon les appelait des fossiles. Il voyait les choses comme dans une sorte d'irréalité bizarre, comme dans une maison hantée. Le fracas brutal de la rivière était canalisé jusqu'à eux par la roche qui les emprisonnait et qui en amplifiait naturellement la puissance. Pourtant, le son demeurait étrangement constant, même lorsqu'ils approchèrent du carrefour que le pistolero attendait avec certitude, car les murs s'élargissaient, reculaient. L'angle qu'ils formaient vers le haut se faisait plus prononcé. Les rails pénétrèrent dans la lumière nouvelle. Les touffes de fossiles rappelaient au pistolero ces tubes captifs de gaz des marais qu'on vendait parfois pendant la fête de la moisson. Au garçon, elles rappelaient des banderoles de néon sans fin. Mais dans cette luminescence, ils voyaient tous deux que la roche qui les avait si longtemps emprisonnés
prenait fin devant eux, en deux péninsules jumelles au bord déchiqueté, tendues vers un golfe de ténèbres, l'abîme au-dessus de la rivière. Les rails se poursuivaient, passant au-dessus de ce gouffre insondable, porté par un tréteau remontant à Mathusalem. Et au-delà, à une distance qui paraissait à peine croyable, perçait une tête d'épingle lumineuse. Ni phosphorescente ni fluorescente, la lumière du jour, dure et vraie, aussi minuscule qu'un trou d'aiguille dans une étoffe sombre, et pourtant lourde d'un sens effroyable. « Arrêtez-vous » fit le garçon. « Arrêtez-vous une minute, s'il vous plaît. » Sans poser de questions, le pistolero laissa la draisine ralentir d'elle-même. La rivière vrombissait ses grondements réguliers et retentissants, venant d'en dessous et de devant eux. La luminosité artificielle de la roche humide lui fut soudain odieuse. Pour la première fois, il sentit une main oppressante le toucher, et la pulsion de s'échapper, de se délivrer de cet enterrement vivant, se fit poignante et impossible à museler. « On va continuer, » dit le garçon. « Est-ce que c'est ce qu'il veut ? Il veut qu'on pousse la draisine au-dessus de... ça, et qu'on tombe. » Le pistolero savait bien que non. Pourtant, il répondit « Je ne sais pas ce qu'il veut. » Ils descendirent et s'approchèrent précautionneusement du bord du gouffre. Sous leurs pieds, la roche continuait de monter, jusqu'au moment où le sol se détacha soudain des rails et se déroba sous eux. La voie se poursuivait seule, fouant l'obscurité. Le pistolero se mit à genoux et regarda en bas, scrutant les ténèbres. Il distinguait vaguement un réseau complexe, incroyable, de poutrelles et d'étais métalliques, qui disparaissaient vers le tumulte de la rivière et qui se rejoignaient en une arche gracieuse, soutenant la voie ferrée au-dessus du vide. Mentalement, il imaginait sur l'acier l'œuvre du temps et de l'eau, ce tandem fatal. Quelle résistance avait encore la structure? Un peu? Presque pas? Pas du tout? Soudain, il revit la figure de la momie. Il revit comment la chair solide en apparence avait été réduite en poussière par une pichenette de son doigt. « On va marcher maintenant, » dit le pistolero. Il s'attendait presque à ce que le garçon rechigne de nouveau, mais c'est lui qui précéda le pistolero sur les rails, entamant sa traversée sur les lattes de métal soudées d'un pas ferme et assuré. Le pistolero suivit Jake au-dessus de l'abîme, prêt à le rattraper s'il trébuchait. Le pistolero sentit une fine couche de sueur recouvrir sa peau. Le tréteau était pourri, complètement pourri. Il le sentait battre sous ses pieds au rythme des assauts fulgurants de la rivière en contrebas, trembler sur ses câbles invisibles. « On est des acrobates, » pensa-t-il. « Regarde, mère, sans filet, je vole !» Il s'agenouilla une fois pour examiner les traverses sur lesquelles ils avançaient. Elles étaient piquetées de rouille. Il en sentait l'origine sur son visage, l'air frais, l'agent de la décomposition. Il devait être très proche de la surface à présent, et un coup de poing sur le métal fit trembler dangereusement la structure. À un moment, il entendit un grognement menaçant sous ses pieds. Et il sentit son appui sur le point de céder, mais il avait déjà changé de position. Le garçon, plus léger de 50 kilos au moins, était bien sûr plus en sécurité, du moins jusqu'à ce que les choses empirent progressivement. Derrière eux, la draisine s'était fondue dans l'obscurité ambiante. Le ponton de pierre sur la gauche se prolongeait d'une trentaine de mètres. Il se projetait plus loin que celui situé à leur droite, mais ils étaient déjà loin devant, seuls au-dessus du vide. Au début, la petite tête d'épingle lumineuse parut se jouer d'eux, et ne pas se rapprocher, voire s'éloigner à la vitesse exacte à laquelle ils progressaient vers elle. Voilà qui aurait fait un beau tour de magie, en effet.
Mais le pistolero comprit peu à peu qu'elle grossissait, que ses contours se précisaient. Ils étaient toujours au-dessous d'elle, mais les rails montaient à sa rencontre. Le garçon émit un grognement de surprise et fit un brusque écart sur le côté, les bras décrivant de grands moulinets au ralenti. Il sembla tituber au bord pendant une éternité, avant de reprendre la marche. « J'ai bien failli y rester, » dit doucement le garçon, sans aucune émotion. « Il y a un trou. Faites un grand pas si vous ne voulez pas décrocher un aller simple vers le fond. Jacques a dit « Faites un pas de géant ». C'était un jeu que le pistolero connaissait sous le nom de Mère a dit. Il se rappelait bien les parties avec Cuthbert, Jamie et Alain, mais il ne dit rien et se contenta d'enjamber le trou. « Faites demi-tour, » dit le garçon sans sourire. « Vous avez oublié de dire Jacadi. » J'implore ton pardon, mais je ne pense pas. La traverse sur laquelle le garçon avait posé le pied venait de céder, et elle plongea paresseusement, se balançant au bout d'un rivet rouillé. Plus haut, toujours plus haut. Leur marche prenait des allures de cauchemar qui duraient, et qui leur paraissaient bien plus longs qu'ils n'étaient en réalité. L'air lui-même semblait s'épaissir, prendre la consistance du caramel mou, et le pistolero avait l'impression de devoir nager et non marcher. Son esprit essayait encore et encore de se concentrer, de prendre en considération, de manière absurde, l'espace monstrueux qui séparait ce tréteau de la rivière qui grondait en bas. Son cerveau le visualisait avec un raffinement de détails impressionnants, ainsi que ce qui pourrait se passer. Le hurlement du métal qui se tord et qui cède, le vacillement de son propre corps sur le côté, la tentative désespérée de saisir une prise inexistante, le bruit de ferraille des talons de ses bottes raclant à petits coups l'acier trompeur et pourri. Puis, la chute, en tourbillonnant encore et encore. Le jet chaud dans son entrejambe, quand la vessie lâcherait, le souffle du vent sur son visage qui ferait se dresser ses cheveux en une caricature de terreur, qui lui retournerait les paupières, l'eau noire qui bondirait à sa rencontre, plus vite, couvrant jusqu'à ses cris. Le métal hurla sous lui, et il recula sans se presser, faisant basculer son poids, et, en cet instant crucial, ne songeant pas à la chute, ni combien ils avaient avancé, ni à la distance qu'il leur restait à parcourir. Ne songeant pas au fait que le garçon n'était qu'un objet secondaire, ou que son honneur à lui était finalement sur le point de se monnayer. Quel soulagement ce serait une fois l'affaire conclue. 3 rivets disparus. Fit froidement le garçon. Je vais sauter. Là, ici. Geronimo! Le pistolero vit sa silhouette se découper un instant sur la lumière du jour, tel un blason. Une aigle éployée, maladroite et courbée, les bras tendus pour se faire croire que, si tout le reste devait échouer, il restait la possibilité de voler. Il atterrit, et sous son poids l'édifice se mit à trembler en tous sens. Sous eux, le métal protesta, et quelque chose tomba loin en dessous. Il y eut un bruit de choc, puis un plouf. « Ça va? Tu es passé ?» ?»« Oui, là. » répondit le garçon. « Mais c'est vraiment pourri. Comme les idées de certaines personnes, peut-être. Je ne pense pas que ça vous supportera très longtemps. Moi, oui, mais pas vous. Faites demi-tour. Faites demi-tour maintenant et fichez-moi la paix. » Il parlait d'une voix froide, mais où l'hystérie était sous-jacente, où elle battait comme son cœur battait lorsqu'il avait sauté sur la draisine et que Roland l'avait rattrapé au vol. Le pistolero sauta par-dessus le trou. Un grand pas fit l'affaire, un pas de géant. Mère a dit « Sautez !» Le garçon tremblait de tous ses membres. « Faites demi-tour. Je ne veux pas que vous me tuiez. »« Pour l'amour de l'homme Jésus, avance !» fit le pistolero d'un ton brutal. « Ce qui est sûr, c'est que tout va s'écrouler si on reste à palabrer comme ça. » À présent,
Le garçon marchait en titubant, les mains tremblantes tendues vers lui, les doigts écartés. Ils poursuivirent leur ascension. Oui, c'était beaucoup plus pourri. Les trous étaient de plus en plus fréquents. Un rivet manquant, 2, voire 3, et le pistolero s'attendait à tout instant à trouver le grand vide entre les rails qui les obligeaient, ou bien à faire demi-tour, ou bien à marcher sur les rails mêmes, en équilibre précaire, au-dessus de l'abîme. Il gardait les yeux rivés à la lumière du jour. La lueur avait pris de la couleur, du bleu, et à mesure qu'ils approchaient, elle se faisait plus douce, faisant pâlir l'éclat des faux cils. Encore 100, 200 mètres, impossible à dire. Il marchait, et il baissa les yeux sur ses pieds, avançant de traverse en traverse. Lorsqu'il releva la tête, la lueur devant eux avait pris la forme d'un trou, et il ne s'agissait plus de lumière, mais d'une sortie. Ils y étaient presque. Plus que 50 mètres, pas plus. Une centaine de petits pas. C'était faisable. Peut-être aurait-il l'homme en noir. Peut-être que, en pleine lumière, les fleurs du mal de son esprit se flétriraient et que tout deviendrait possible. La lumière du soleil s'obscurcit soudain. Il leva la tête, écarquillant les yeux comme une taupe dans son trou, et il vit une silhouette qui obstruait la lumière, qui l'engloutissait, ne laissant passer autour de ses épaules et dans la fourche de l'entrejambe que des fentes d'un bleu moqueur. « Salut les garçons !» L'écho de la voix de l'homme en noir leur parvint, amplifié par cette gorge de pierre naturelle. Sa bonne humeur sarcastique lui conférant des accents puissants. À l'aveuglette, le pistolero chercha de la main la mâchoire, mais elle avait disparu, perdue sans doute, épuisée. Il éclata de rire au-dessus d'eux, et le son se propagea partout, se répercutant comme une vague remplissant une grotte. Le garçon poussa un cri et vacilla, ses bras battant l'air en moulinets frénétiques dans l'air rare. Du métal se déchira et se décolla en dessous d'eux. Les rails pendaient en un lent balancement, comme en rêve. Le garçon plongea, et une main s'envola comme une mouette dans le noir, haut, plus haut. Puis il se retrouva suspendu au-dessus de l'abîme. Il se balança là, ses yeux sombres tendus vers le pistolero dans une prise de conscience finale, aveugle et perdu. « Aidez-moi !» Un mugissement, un vacarme. « Fini de jouer. Viens maintenant, pistolero, ou jamais tu ne m'attraperas. » Cartes sur table, toutes les cartes, sauf une. Le garçon se balançait, carte de tarot vivante, le pendu, le marin phénicien, innocent, perdu, juste au-dessus de la vague d'une mer sombre comme le Styx. Alors attends une minute. Je m'en vais ? Il parle si fort, difficile de se concentrer. Aidez-moi, Roland. Le tréteau se tordait de plus en plus, hurlant, se détachant de lui-même, cédant. Alors je dois te quitter. Non, tu ne pars pas! Les jambes du pistolero se détendirent en un bond soudain, brisant la paralysie qui s'était emparée de lui. Il fit un vrai pas de géant au-dessus du garçon suspendu, plongea et atterrit dans un dérapage, vers cette lumière qui lui offrait la tour figée dans sa mémoire en une noire nature morte. Dans le silence soudain, la silhouette avait disparu, jusqu'au battement de son cœur avait disparu. Avec le tréteau qui s'enfonçait toujours, amorçant sa danse finale vers les profondeurs, se détachant. Sa main trouva le bord rocheux et éclairé de la damnation. Et derrière lui, dans ce silence atroce, il entendit la voix du garçon.
Allez-vous-en. Il existe d'autres mondes que ceux-ci. C'est alors que le tréteau se détacha de tout son poids. Et tandis que le pistolero se hissait vers la lumière et la brise et la réalité d'un nouveau cas, il tourna la tête vers l'arrière, s'évertuant dans sa torture d'être Janus l'espace d'une seconde. Mais il n'y avait rien, rien que le silence de l'effondrement, car le garçon ne poussa pas un cri dans sa chute. Puis Roland se releva, se traîna sur l'escarpement rocheux qui donnait sur une plaine herbeuse, vers laquelle l'homme en noir se tenait debout, jambes écartées et bras croisés. Le pistolero vacillait sur ses jambes, blanc comme la mort, les yeux énormes qui nageaient sous son front, sa chemise maculée de la poussière blanche qu'il avait récoltée en rampant dans un dernier effort. Il lui apparut soudain qu'il subirait sans doute d'autres dégradations de l'esprit, plus loin sur la route. Des dégradations à côté desquelles celle-ci paraîtrait infinitésimale. Et pourtant, il voulait la fuir, le long des couloirs, à travers des villes, de lit en lit. Il allait fuir le visage du garçon, essayer de l'enfouir dans le sexe et dans la tuerie, pour finalement pénétrer dans une dernière pièce et le voir en train de le fixer au-dessus de la flamme d'une chandelle. Il était devenu le garçon était devenu lui. Il devenait un loup-garou, et il s'était engendré lui-même. Dans ses rêves les plus profonds, il deviendrait le garçon. Il parlerait son étrange langage de la ville. C'est la mort. C'est ça. C'est ça. Il descendit lentement la colline rocheuse, d'une démarche vacillante, vers l'homme en noir qui l'attendait. Là, le soleil de la raison avait anéanti les rails, comme si elles n'avaient jamais existé. L'homme en noir repoussa sa capuche du dos de ses deux mains en riant. Alors, Cria-t-il. pas la fin, mais la fin du commencement, hein? Tu progresses, pistolero. Oh, comme je t'admire. Le pistolero dégaina à une vitesse aveuglante et tira 12 fois. Les éclairs des coups de feu firent pâlir le soleil même, et l'écho sourd des détonations rebondit sur les escarpements rocheux derrière eux. Voyez-vous ça? Fit l'homme en noir en riant. Oh, voyez-vous ça? On fait de la grande magie ensemble, toi et moi. Tu ne me tues pas plus que tu ne te tues toi-même. Il s'éloigna à reculons face au pistolero, lui souriant de toutes ses dents et lui faisant signe. Viens, viens, viens. Jacques a dit, viens. Le pistolero le suivit dans ses bottes rompues jusqu'au lieu de palabre.